Comme je vous l'avais annoncé il y a quelques temps dans une vidéo, c'était 5 conseils pour réussir ces vidéos, je vais vous faire une série de conseils adaptés à tous les budgets où on va parler matériel, caméra, son, lumière, de façon à vraiment bien réussir vos vidéos et le tout, je pense que je l'ai déjà dit mais je le répète, adapté à tous les budgets. Aujourd'hui, premier épisode, on va parler caméra et je vais essayer surtout de vous parler d'appareils que moi j'ai pu tester de façon à pouvoir vous donner mon ressenti. Alors première petite chose, si votre budget est déjà en dessous de 500 € pour une caméra, n'en achetez pas. Privilégiez de mettre de l'argent de côté ou de mettre de l'argent dans du son ou de la lumière et gardez votre téléphone pour filmer. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone acceptable et j'ai pas de modèle comme ça qui me vient en tête, mais la plupart des téléphones maintenant filment en 1080p, c'est vraiment le strict minimum et sincèrement en dessous d'un budget de 500 € ça vaut pas la peine d'acheter mieux, d'acheter plus que ça. Juste un petit accessoire qui pourra sûrement vous faire gagner en qualité, mais c'est un trépied pour votre téléphone, que ce soit un GorillaPod ou n'importe quel autre trépied bas de gamme qui coûte même 10 €, ça fera l'affaire, de façon à stabiliser votre plan et à ce que votre caméra ne bouge pas trop souvent durant un plan fixe. Si vous avez un budget aux alentours de 500 €, il y a 2 caméras que je peux vous proposer. La première, c'est un compact de chez Canon, c'est le G7X. C'est un compact que j'aime énormément parce que son écran est rotatif. En tout cas, on peut le retourner vers le haut, ça aide, hein, du coup on peut se voir. C'est toujours mieux pour filmer. Et en plus, on peut régler tous ces paramètres, ce qui fait que c'est pas une caméra professionnelle, même si professionnel est un mot bizarre pour une caméra, mais bref. Mais c'est un appareil qui est vraiment très performant. Son micro interne est quand même pas mal du tout. Alors évidemment, il n'est pas à comparer avec des micros externes qu'on vient mettre en plus d'une caméra. Mais franchement, je pense que c'est un des meilleurs micros internes que j'ai vu sur une caméra. Et si on le tient assez près de sa bouche, si on le tient assez près de soi, franchement, le son est très très bon. Au niveau qualité d'image, ça reste très très bon avec de la 1080p jusqu'à 60 images secondes. On pourra même faire quelques petits ralentis. Et surtout, il a une optique, donc un objectif qui est très lumineux. On pourra filmer dans des conditions de lumière pas toujours top. Deuxième caméra que je vous conseille pour un budget aux alentours des 500 €, c'est une caméra d'action style une GoPro Hero 5 ou Hero 6. Ce genre d'appareil est complètement différent du G7X, les réglages on peut pas trop y toucher. C'est plus une caméra où on va vraiment appuyer sur le bouton enregistrer et laisser la caméra faire le job. Là par contre, le son n'est pas bon du tout, sincèrement je vous le conseille pas du tout. Dans ce cas-là, un petit truc qui coûte pas cher du tout, c'est de prendre son téléphone, de mettre le mode dictaphone et de le mettre assez près de sa bouche. Ensuite on synchronise le son et l'image et ce sera déjà beaucoup mieux parce que sincèrement, le son des caméras d'action n'est pas bon du tout. Là, ça dépendra de votre budget, soit une GoPro 4, 5 ou 6, c'est à vous de voir. Peut-être regarder aussi s'il y en a une ou deux qui traînent en occasion. Au niveau de la qualité d'image, j'ai une préférence pour la GoPro 6. Pourquoi? Parce que sur la 4 et la 5, on remarque vraiment le style GoPro avec le style fisheye qui est autour. Si ça vous dérange pas, allez-y. Moi personnellement, je trouve que moi ça me gêne un peu. Je préfère avoir un style d'image beaucoup plus classique. L'avantage, ça je pense que vous le savez, une caméra d'action c'est fait pour aller sous l'eau, c'est fait pour prendre des chocs, c'est très petit donc ça prendra pas de place, c'est logique, mais il fallait que je finisse ma phrase, donc voilà. Et pour un budget de 500 €, ça offre une qualité d'image très très bonne. De plus sur les GoPro, on a des modes ralentis à 60, 120, 240 images secondes qui sont quand même pas mal du tout. Et sur la dernière, la GoPro 6, on a une stabilisation interne qui est vraiment très bonne. Et il serait peut-être temps que je vous montre le test de la GoPro 6, que j'ai depuis 2 mois environ. Bref, ça c'était pour un budget aux alentours des 500 €. Je vous ai présenté 2-3 caméras qui sont plutôt légères, plutôt discrètes et plutôt très bonnes pour commencer. Ensuite, pour un budget de plus ou moins 1000 €, on va partir sur des caméras un petit peu plus professionnelles. J'entends par là qu'on va pouvoir plus les paramétrer, changer les objectifs et avoir une meilleure qualité d'image dans les basses lumières, ce qui n'est pas le cas du premier kit. Ici, je vous ai retenu 4 appareils, il y en a évidemment beaucoup plus, mais comme je vous l'ai dit, je privilégie vous conseiller des appareils que j'ai pu avoir sous la main, que j'ai pu tester un petit peu, de façon à vous donner mon ressenti. Premier appareil qui n'est plus si récent que ça, c'est le Panasonic GH4. Le GH5 et le GH5S viennent de sortir, en tout cas il y a 1 an et il y a quelques jours pour la version S. Le 4 donc se fait un petit peu oublier, mais ça en reste néanmoins une très très bonne caméra qu'on peut trouver encore en occasion à des prix en dessous de 1000 €. Je l'ai mis dans cette gamme-là, mais je pense que même aux alentours des 700 ou 800 €, on peut déjà en trouver. C'est une caméra avec un capteur micro 4 tiers, c'est-à-dire que le capteur est un peu plus petit que les autres appareils que je vais vous présenter ici, mais sincèrement, on s'en fout. Au niveau de ses points forts, c'est vraiment une caméra. Il y a plein d'options dedans qui sont juste terribles. Il peut filmer jusqu'en 4K, il offre vraiment une très bonne qualité d'image qu'on va pouvoir venir retoucher après en post-production, de façon à bien gérer les couleurs, à bien gérer la lumière, etc. En interne, il affiche les zébras, alors très rapidement, les zébras, qu'est-ce que c'est? C'est une option qui permet de vous indiquer quand les zones de l'image sont cramées, c'est-à-dire quand elles sont trop blanches, qu'il n'y a plus d'informations dedans. Sur ces informations-là, on va venir mettre
des barres noires, comme un zèbre, d'où le nom. Ça paraît tout bête, mais ça permet très vite de se rendre compte de l'exposition de son image, voir si c'est trop éclairé ou pas assez justement. De plus, au niveau du boîtier en lui-même, on a plein de connectiques qui sont vraiment sympas. On a du HDMI de façon à pouvoir mettre un moniteur, ou même le brancher sur sa TV si on veut en soi, ça peut être plus simple. On a une prise casque, une prise micro, on a le Wi-Fi et le NFC dessus. Les deux dernières options sont pas non plus hyper dingues, mais rien que le fait d'avoir une prise casque et une prise micro dedans, ça reste du très bon. Son autofocus est plutôt bon et il a une bonne qualité d'image jusqu'à 2004 voire 3200 ISO, mais au-delà de ça, je vous conseille pas trop de l'utiliser. Je vais quand même vous donner 2 ou 3 points faibles de ce Lumix GH4. Il n'est pas stabilisé en interne, son capteur n'est pas stabilisé. Il faut aller jusqu'au GH5. C'est pas facile à dire. Il faut aller sur le GH5 pour avoir le capteur stabilisé. Il n'a qu'un seul emplacement pour une carte SD, ça veut dire qu'une fois qu'elle est pleine, ça s'arrête, ça déborde pas sur une deuxième, donc ça il faut vraiment être vigilant. Et si vous faites des longues vidéos d'une seule traite, les clips s'arrêtent à 30 minutes, enfin pour être précis c'est 29 minutes et 59 secondes, donc si vous faites, je sais pas moi, si vous filmez du spectacle ou quoi, ça pourrait poser problème. Deuxième caméra, j'aimerais vous parler, ici on parle du prix en neuf, c'est le Panasonic G7. Et alors là je ne savais pas trop où le mettre, sur certains sites on le trouve plus aux alentours des 500 €, sur d'autres plus aux alentours des 1000 €, ce sera vraiment à vous à fouiller, mais c'est un appareil dingue. C'est également un appareil avec un capteur micro 4 tiers, il n'est pas non plus stabilisé, mais il offre une très bonne qualité d'image. On parle de 4K jusqu'à 30 images secondes, de 1080 jusqu'à 60 images secondes. On a l'autofocus en vidéo. On a plein de petits réglages bien sympas comme le focus picking. Ce sont des petits points qui se mettent là où la mise au point se fait. Ça vous indique là où se fait la mise au point. C'est quand même beaucoup plus visuel. On a également les zébras comme sur le GH4. On a un réglage de la sensibilité du micro dans le boîtier. Ça se voit très vite, c'est vraiment bien. Et une petite option qui, moi, me fait rêver, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur un Canon. On peut créer une courbe de gestion de lumière. C'est juste terrible. Et son mode d'autofocus détection de visage est vraiment très bon. C'est un mode qui peut être pratique lorsqu'on se filme comme ça, comme je suis en train de faire. Ici, le focus est manuel. J'ai donc besoin d'un moniteur pour être sûr de ne pas me tromper. Là, franchement, je lui ferai confiance, mais entièrement. Je me suis jamais fait avoir avec le mode détection de visage sur le G7, ce qui n'est pas le cas du GH5 par exemple. Seul bémol, et je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont été faire ça, il n'a pas de prise casque. Donc on ne sait pas aller écouter le son qu'on vient mettre sur cet appareil-là. Si on vient brancher un micro, on ne sait pas écouter en direct le son. Je trouve ça un peu débile. Autre chose dont j'ai oublié de vous parler, il a un écran orientable et tactile, ce qui peut être vachement bien si vous faites du vlog, que vous le tenez à bout de bras, au moins vous avez l'écran qui se retourne de façon à voir ce que vous êtes en train de filmer. De plus, l'écran est tactile, donc si vous voulez changer la mise au point, il suffit juste d'appuyer. La qualité d'image est vraiment très bonne, également jusqu'à 1600, 3200 ISO. Je ne vous conseille pas de monter au-delà de ça, mais franchement, il faut déjà y aller pour monter au-dessus. Et son autonomie est quand même plutôt bonne, comme sur le GH4. Troisième boîtier que je vous conseille dans les prix aux alentours des 1000 €, et là on s'en rapproche, c'est le Sony A6300. C'est un excellent boîtier à capteur APS-C, donc c'est un petit peu plus grand que le micro 4 tiers. C'est un boîtier beaucoup plus petit que les deux que je viens de vous montrer avant. Il est beaucoup plus compact, avec un capteur pourtant plus grand. Au niveau des points forts, on parle vraiment de sa qualité d'image. Chez Sony, ils font vraiment une qualité d'image en vidéo qui est vraiment très bonne. On a du S-Log dedans, alors le log, je pense que j'ai déjà expliqué plusieurs fois en vidéo. Très rapidement, un format de vidéo un peu plus lourd que simplement le bête format qu'on connaît tous, qui permet de beaucoup mieux retoucher ses vidéos en post-production. De base, quand on filme, la vidéo qui va sortir du boîtier sera presque complètement grise, mais permettra de beaucoup mieux l'étalonner par après. C'est une explication vraiment hasardeuse et j'espère que vous l'aurez comprise. Il fait du 4K, alors un équivalent 4K c'est plutôt de l'Ultra HD, sans cropper dans l'image, ce qui peut être vachement cool si vous utilisez beaucoup de grands angles. Et de plus, en Full HD, on peut monter jusqu'à 120 images secondes, ce qui est vraiment chouette pour faire des ralentis. On peut faire un ralenti jusqu'à 5 fois. C'est juste vachement dommage qu'il n'y ait pas l'autofocus en vidéo, un écran tactile et le capteur stabilisé. Ce sont 3 points qui personnellement m'ont beaucoup manqué sur le AC1300. Quatrième boîtier que je peux vous tester, qui se rapproche également autour des 1000 € sans objectif et qui est vraiment un boîtier qui a fait ses preuves, c'est le Canon 80D. Alors là, c'est juste un boîtier terrible. Il a l'autofocus en vidéo, un écran tactile et amovible, pour choisir sa mise au point, c'est juste terrible. De la Full HD, donc du 1080p jusqu'à 60 images secondes, on va déplorer le fait qu'il n'y ait pas de ralenti ni de 4K. Il n'y a pas également de capteur stabilisé, mais pour le reste, c'est vraiment un très bon appareil. On a une prise casque et une prise micro. Micro, heureusement, le casque, c'est vraiment pour monitorer le son, pour entendre ce qu'on est en train de filmer. Son autofocus est vraiment très bon. Le boîtier reste assez léger, donc pour se promener avec, ça reste idéal. Il y a juste 2-3 points négatifs à ce boîtier, comme je vous l'ai dit. Le capteur n'est pas stabilisé, on n'a pas de 4K. Et de nouveau, il n'y a qu'un seul emplacement SD, là où ça aurait été bien quand même d'en avoir 2.
Mais rien que pour le dual pixel de chez Canon, qui est la technologie qui permet l'autofocus en vidéo, pour moi, c'est l'autofocus le plus fiable, toutes marques confondues. Chez Sony et chez Panasonic, il y a eu quand même quelques déboires, c'est pas toujours fiable en vrai. Même sur des appareils qui coûtent beaucoup plus cher. Et donc cet appareil, on peut le trouver aux alentours des 900 000 € sans objectif. On va passer maintenant à la dernière catégorie de budget, celle où vraiment vous vous sentez bien à l'aise avec le monde de la vidéo et vous voulez vraiment une caméra mais qui pète les scores. On part plutôt sur un budget entre 2000 et 3000 €, boîtier nu. Premier appareil photo que je ne pourrais que vous conseiller, c'est le Sony A7S II. Capteur stabilisé, une montée en ISO de dingue, il voit dans le noir, il voit mieux que nous. Capteur full frame, donc c'est un capteur plein format, plus grand que tous ceux que je viens de vous montrer jusqu'à présent. Une très bonne prise en main, la présence du S-Log, les 4K jusqu'à 30 images secondes, je dis pas de bêtises, non, et de la Full HD jusqu'à 120 images secondes. C'est vraiment un boîtier de rêve. Prise casque, prise micro, prise HDMI évidemment. Les deux seuls petits points faibles que je lui vois, c'est que l'écran n'est pas orientable dans le sens où on ne peut pas se voir quand on filme. L'écran est juste orientable vers le haut et vers le bas. Donc du coup, si la caméra est face à nous, on ne le voit pas. Et son écran n'est pas tactile. Ça peut en emmerder plus d'un, mais sincèrement, c'est juste un détail comparé à la qualité de cet appareil. Et sincèrement, je ne suis jamais monté au-dessus de 12 800 ISO avec cet appareil, mais même jusque-là, il est très très bon et je suis persuadé que même si on monte encore plus, il sera excellent. Juste un tout petit détail en plus qui est un peu emmerdant, c'est l'autonomie de la batterie. La batterie est vraiment pas très bonne, donc si vous prenez cet appareil, je vous conseille d'acheter 3, 4, voire même 5 batteries en plus, histoire d'être vraiment à l'aise. Deuxième appareil que je vous conseille, de la marque Panasonic, c'est le GH5. Également, c'est un boîtier qu'on trouve aux alentours des 1800-2000 €. Et là, pour un boîtier embarquant un capteur micro 4 tiers, donc qui est beaucoup plus petit que le capteur plein format, on a énormément de qualité vidéo, on a énormément de caractéristiques très très bonnes. Alors là, avec le GH5, on a vraiment eu une énorme amélioration par rapport au GH4 qui était déjà très très bon, qui était déjà une référence. On a du 4K et de la 1080p avec du 120 fps, du 120 images secondes en 1080 et du 60 en 4K, j'espère ne pas dire de bêtises. On a un capteur stabilisé et c'est pour moi la meilleure stabilisation de tous les capteurs que j'ai vus. Stabilisé sur 5 axes, c'est juste dommage qu'ils l'ont enlevé sur la nouvelle version. L'écran est très très bon, franchement je crois que c'est une des meilleures qualités d'écran que j'ai vues. Il est évidemment orientable et tactile. On a l'autofocus en vidéo qui ne marche pas toujours très très bien. Je ne suis pas le premier à m'en plaindre, les 2-3 fois où je m'en suis servi, l'autofocus n'était pas toujours fiable. Et je vois très souvent sur des vidéos de vlog des gens qui l'utilisent où la mise au point se fait finalement derrière eux et pas sur leur visage. Donc la détection de visage sur cette caméra est pas top. Et évidemment, prise casque, prise micro, prise HDMI, tout le tralala, tout ça pour une qualité d'image qui est sans doute une des meilleures actuellement. De plus, la durée d'enregistrement est passée au-delà des 30 minutes. On n'a plus de limite en fait. Tant que la batterie et la carte tiennent, le GH5 enregistre. J'ai réussi à le dire du premier coup. Seule petite chose un petit peu mesquine de la part de Panasonic, je trouve, c'est que le V-Log est payant. Donc il n'est pas de base sur tous les boîtiers. Les deux derniers boîtiers que je vais vous conseiller sont de la marque Canon. On va parler du 5D Mark IV et du 6D Mark II. Et on va commencer par le 5D Mark IV. Je pense que c'est un des appareils les plus chers que je vous ai conseillé aujourd'hui. Il va plutôt s'approcher des 3000 voire 3200 €. Il va être un petit peu plus au-dessus du budget que je viens de vous donner. Parce que non seulement c'est une très très bonne caméra, mais en plus au niveau appareil photo, c'est juste un des meilleurs qui existe actuellement. Au niveau vidéo, on a un capteur full frame, donc plein format qui enregistre en 4K avec un petit crop dedans, un petit peu dommage. On a de la 1080p jusqu'à 60 images secondes, dommage qu'on n'ait pas de ralenti comme sur le 1DX Mark II, mais lui qui coûte beaucoup plus cher. On a vraiment une très très bonne qualité d'image. Depuis quelques temps après sa sortie, Canon a également mis en option payante le C-Log sur le 5D4, mais ce boîtier est vraiment bon. Il n'a juste pas d'écran orientable du tout. Il a l'autofocus en vidéo qui est le dual pixel, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi le meilleur autofocus toute marque confondue. Et il a la qualité d'image Canon. Donc là où pour moi Sony et Panasonic sont un petit peu en retrait au niveau de la gestion des couleurs, notamment le GH5 avec ses teintes de peau sont pas très très bons, chez Canon ça reste bon quasiment dès le départ, presque sans étalonnage. Et je sais pas si je vous l'ai dit, il filme en 1080p jusqu'à 60 images secondes et en 4K jusqu'à 30 images secondes. Et deuxième boîtier que je peux vous conseiller, c'est le Canon 6D Mark II, qui est le dernier plein format sorti par Canon, si je dis pas de bêtises. Alors lui, c'est déjà un boîtier beaucoup plus pratique pour la vidéo. Il a un écran orientable, tactile, il est beaucoup plus léger, beaucoup plus petit. Et surtout, il coûte beaucoup moins cher vu qu'on le trouve pour un maximum de 2000 €. Et autant au début, j'étais extrêmement déçu par ce boîtier parce qu'il n'intégrait pas de 4K, autant pour l'avoir testé quelques fois et au salon Canon qu'il y a eu en Belgique il y a quelques temps, franchement, j'ai été séduit par ce boîtier. Il offre une stabilisation numérique en interne. Ça veut dire que c'est pas le capteur qui est stabilisé. En gros, c'est un réglage qui est fait par-dessus la vidéo. C'est pas toujours très bon. Il faut savoir comment l'utiliser. Il y a 3 modes différents.
Je ne saurais même plus vous dire lesquelles, c'est comme sur le EOS M5. Mais au final, ça marche plutôt très bien. Comme je vous l'ai dit, l'écran est orientable et tactile et il offre une 1080p jusqu'à 60 images secondes. Pas de 4K sur ce boîtier. Et surtout, un truc que je trouve un peu con, il n'y a pas de prise casque sur ce boîtier non plus. C'est dommage parce que sur des modèles un peu inférieurs, comme sur le 7D Mark II ou le 80D, on retrouve une prise casque. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas mis dedans. Mais ce boîtier est vraiment très intuitif et vraiment très simple à utiliser. Pour un budget pas encore trop haut, 2000 € pour une caméra, ça va encore, même si c'est déjà un beau prix, on est bien d'accord, et qui offre vraiment une très très bonne qualité d'image. Bref, j'ai fait un petit tour, un petit comparatif de toutes les caméras que j'ai pu utiliser et que je peux vous conseiller pour un budget de 500, 2000 et de 2-3 000 €. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez pas de budget, si vous n'avez pas au minimum 500 € à mettre dans une caméra, utilisez votre téléphone, ça fera très très bien l'affaire pour commencer. Et surtout, je pense que le plus important, même si j'ai commencé par là, ça n'est pas la caméra. Pour moi, le plus important, ça reste le son et la lumière. Et tout ça, on le verra dans une autre vidéo. Bref, n'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, pourquoi pas de partager cet épisode. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!